Donc, bonjour à tous, je suis Margot Scholler, assistante spécialiste dans le service de radiologie de l'hôpital Saint-Louis. Je travaille avec le professeur de Basler et je vais vous présenter quelques cas cliniques d'imagerie. Donc, il faut que ce soit un petit peu interactif pour que ce soit intéressant, donc je compte sur vous. Alors, pour passer aux diapositives. Ok, donc on va commencer par le cas de Madame L, qui est une patiente de 61 ans qui était adressée pour bilan de dépistage. Donc c'est une patiente ménopausée sans traitement hormonal substitutif. Elle rapporte dans ses antécédents un antécédent chez la mère à l'âge de 60 ans de cancer du sein et chez une tante dont elle n'avait pas l'âge. À l'examen clinique, on palpait une masse du cadran inféro-externe du sein gauche. Donc voilà les mammographies de février 2019 et de juin 2020, date à laquelle on voit la patiente. Alors, est-ce que vous voyez une anomalie? Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce que vous voyez? C'est un premier cas facile. Caroline? Oui, on voit une opacité dans le sein gauche, régulière testiculée. Union des cadrans externes qui est assez profonde. Après, il y a une deuxième opacité, mais qui est peut-être un ganglion qui a l'air encoché. Dans le sein gauche aussi, en inféro-externe. Et j'ai un doute à droite, mais seulement sur le... Ah non, c'est en 2019, donc ça va. Et puis cette opacité à gauche, elle est apparue. Oui. Elle est apparue, alors que le ganglion, enfin, l'image type ganglion, on se demande si elle n'était déjà pas là, en tout cas sur le cliché de face. Enfin, sur les deux images d'ailleurs. Je pense que c'était déjà là, la deuxième. Donc très bien, c'est ce qu'on avait dit. Donc on voit une masse irrégulière, puisqu'on voit cette opacité sur deux incidences, qui se situe donc dans le cadran inféro-externe. Et puis en avant, un petit peu à distance, toujours dans le cadran inféro-externe, une deuxième masse, mais qui est moins typique. Et donc, il va falloir préciser ça dans la suite du bilan. Alors, juste pour un petit rappel, pour bien localiser une anomalie mammographique, donc on pourra donner sa position exacte qu'en ayant deux incidences orthogonales, face et profil. Mais dans le dépistage, on fait une face et un oblique pour avoir plus de glandes mammaires. Et donc, il y a une petite gymnastique à faire pour savoir la position exacte sur le profil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aligner la face et l'oblique, aligner bien les mamelons à la même hauteur et tracer une ligne entre l'anomalie sur les différents clichés. Et ça va permettre de voir où elle se situe exactement sur le profil. Par exemple, une lésion qui va être très externe sur la face, qui sera rétro-aréolaire sur l'oblique, en fait, elle est inférieure. Inversement, une lésion qui sera très interne sur la face, rétro-aréolaire sur l'oblique, elle sera supérieure sur le profil. Donc ça, c'est une technique pour bien localiser l'anomalie mammographique. Donc, suite à cette mammographie, qu'est-ce que vous faites comme bilan complémentaire? Est-ce que vous demandez un scanner thoraco-abdominopelvien, un TEP, une IRM mammaire? Est-ce que vous complétez la mammographie? Si oui, comment? Est-ce que vous faites une échographie? Ou alors, vous n'avez rien vu et vous ne faites rien de plus? Oui. Est-ce que vous complétez la mammographie ou est-ce que comme ça vous suffit? Oui, très bien. Et le but de la tomosynthèse, ce sera de bien préciser les contours de l'anomalie. Donc, il ne faut aussi pas oublier de bien faire le profil strict, du coup, pour bien localiser l'anomalie. Et on voit là qu'elle était en dessous de la ligne du mamelon, donc elle était bien inféro-externe. La deuxième aussi, hein, elle est là, la deuxième opacité. Très bien. Et la tomosynthèse permet de bien préciser les contours. On voit que les contours sont spiculés. La deuxième façon de préciser les contours, si on n'a pas la tomosynthèse, si on n'a pas la chance d'avoir la tomosynthèse, c'est de faire une compression localisée. Donc, comment on peut classer ces deux anomalies? Alors, la masse principale, si on considère qu'elle a des contours spiculés, on peut complètement la classer en 5.
Et puis la deuxième petite opacité qui effectivement était là en 2019. Qu'est-ce qu'on en fait dans le contexte? En tout cas, il faut vraiment la prendre en compte et essayer de savoir de quoi il s'agit. Mais donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va compléter le bilan par une échographie. Donc voilà l'aspect de la lésion de la masse principale dans le cadran inféro-externe tiers profond, puisqu'on est à 11 cm. Donc on voit bien cette masse irrégulière, atténuante, avec le halo hyperéchogène qui correspond au spicule qu'on voit en mammographie. Et dans le cadran inféro-externe, mais plus proche du mamelon, à 7 cm, on retrouve une image oblongue, microkystique par endroits, pas très suspecte finalement, il n'y a pas d'atténuation postérieure. Et donc, nous, on avait décidé de la classer à CR3. On regarde bien sûr les ganglions axillaires et on se rend compte ici qu'on a un petit ganglion avec un cortex focalement épaissi à 4 mm. Donc, on a dit qu'on classait cette première lésion à CR5. Celle-ci, on l'avait classée à CR3. Alors, quels prélèvements vont être réalisés? Oui. Très bien. Donc, les deux lésions ont été biopsiées. Au niveau du ganglion axillaire, on a le choix de faire une microbiopsie ou une cytoponction. Ça, c'est l'opérateur qui peut choisir en fonction de sa pratique. Et surtout, quand on a un doute sur la correspondance entre la mammographie et l'échographie, ça peut être intéressant de poser un clip et de contrôler après en mammographie pour vérifier que ce qu'on a biopsié correspond bien à l'image mammographique. C'est ce qu'on a fait. Et donc, quand on pose un clip, toujours vérifier qu'il est en place. Et donc là, vous voyez qu'en fait, la petite opacité qui était là, le clip est bien en regard. Et pareil, elle était ici, superficielle par rapport au plan cutané. On la retrouve là. Donc, le clip a bien été positionné. Donc, c'est la bonne image qui a été biopsiée. Et puis, on peut noter aussi que finalement, l'anesthésie à la xylocaïne au moment de la biopsie, ça fait disparaître quand même les images suspectes. C'est un peu étonnant. Voilà les résultats histologiques. Donc, la masse principale de 11 mm correspondait bien à un carcinome canalaire infiltrant. La deuxième masse correspondait à un groupement de kystes galactophoriques en métaplasie apocrine. Il n'y avait pas de signe de malignité ni d'atypie. Et le ganglion axillaire gauche était indemne de prolifération tumorale. On retrouvait bien du parenchyme ganglionnaire lymphatique, ce qui montrait que la biopsie avait été bien réalisée. Quel traitement chirurgical va être envisagé et quel va être le rôle du radiologue en préopératoire? Très bien. Un ganglion sentinelle. Très bien. Donc, la patiente avait... Et donc, quel est le rôle du radiologue? Le repérage opératoire, qui sera fait de quelle façon? Comment? Sous écho? Sous échographie, très bien. Donc voilà, le repérage a été fait. Je vous mets les images des mammographies avec les repères en place. Donc là, on a repéré la masse qui correspondait au carcinome canalaire infiltrant, mais le chirurgien nous a quand même demandé de repérer le clip qui correspondait à la deuxième petite lésion parce qu'il avait un doute sur la concordance radio-anatomopathologique, même si nous, le résultat nous allait. Et le résultat final, donc, dans le sein gauche, c'était bien un carcinome canalaire infiltrant, cette fois-ci de 18 mm. Le deuxième foyer était bien bénin et correspondait à la mastopathie fibrokystique. Et il y avait un ganglion sentinelle indemne de métastase. Donc, le bilan avait été bien fait au début. Juste, je vous rappelle que la masse était palpable initialement. Et normalement, quand les masses sont palpables, finalement, le repérage préopératoire, il n'est pas toujours nécessaire. Là, ça nous avait été demandé, mais c'est un des cas où, normalement, on n'a pas besoin de repérage préopératoire. Alors, ensuite, le cas de Madame G. Donc, Madame G, c'est une patiente de 48 ans qui a un antécédent de carcinome canalaire in situ et de carcinome canalaire infiltrant du sein droit, récent, puisque la fin du traitement a lieu en août 2019. Donc, elle a bénéficié initialement d'une chimiothérapie néoadjuvante, suivie d'une tumorectomie avec curage axillaire, puisqu'elle était N+, d'une radiothérapie et de l'herceptine. Elle avait refusé l'hormonothérapie. Et elle revient nous voir en mai 2020 pour son premier contrôle post-thérapeutique. Il n'y avait pas d'anomalie palpable et on retrouve un aspect post-opératoire du sein. Donc voilà les mammographies. Alors, est-ce que quelqu'un voit une anomalie ou pas?
Est-ce que quelqu'un veut... Caroline, je veux dire un petit mot. Très bien. Oui, où ça? En rétro-aréolaire droit, ouais, beaucoup. Là, ici, ouais. Ouais. Et un peu plus profond, même ça s'étend un peu en profondeur. Et ici. Hein. Alors, on va regarder après. Donc, du coup, si on découvre des microcalcifications, comment on va compléter le bilan mammographique? Là, chez une dame, si vraiment on a un doute, chez une dame qui a été opérée, c'est des indications d'IRM pour voir si c'est post-op, si c'est cicatriciel. Après, en même temps, là, moi, je ferai une compression pour voir la tête des micros. Voilà, c'est ça. Pour éventuellement les biopsier tout de suite. Ouais. Donc, on fait devant toute foyer de microcalcification, on complète la mammographie par des agrandis de face et de profil et un profil strict. Donc, d'abord un profil strict et après des agrandissements de face et de profil. Donc, comment on peut décrire ces microcalcifications? Finalement, elles ne sont pas très étendues en arrière, on n'a pas l'impression. Hein. Mais comment on peut les décrire? Donc, en fait, c'est des microcalcifications qui sont plutôt polymorphes. Et surtout, ce qu'on peut vraiment noter et qui est important, c'est leur distribution. Et on voit qu'elles sont alignées, elles ont une distribution linéaire. Et ça, en plus de leur forme, ça nous inquiète. Donc, on complète quand même la mammographie par une échographie. Croyez-moi, on avait l'impression de voir quelques petites images qui pourraient ressembler à ces microcalcifications. C'était assez aligné, mais finalement, bon, ce n'est pas très évident. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne fait rien comme Ah oui, alors attendez, on va vous les montrer. Elles sont ici. Et là. Et je peux vous remontrer les mammographies initiales. On les voyait ici. Bah, c'était plus facile sur une console, bien sûr. Mais elles sont ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, ces microcalcifications? Est-ce qu'on n'en fait rien? Est-ce qu'on fait une microbiopsie éco-guidée? Est-ce qu'on fait une macrobiopsie éco-guidée? Ou est-ce qu'on fait une macrobiopsie sous tomosynthèse ou sous contrôle stéréotaxique? Oui. Oui, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit, que la macrobiopsie sous mammographie, ça allait être très compliqué techniquement, que ça allait probablement infaisable. Et donc, on a opté quand même pour faire une macrobiopsie éco-guidée, en se disant que si on prenait le tissu rétroaréolaire, on aurait probablement les informations nécessaires, sachant qu'on avait quand même cette image. Voilà. Après, on a pris les précautions qu'il fallait avec la xylocaïne en essayant de décoller un petit peu le plan cutané. Et voici le résultat. Donc, lésion de carcinome canalaire in situ de haut grade sans nécrose sous forme d'extension lobulaire. Et les 3 foyers de carcinome canalaire in situ mesurent de 1 à 2 mm. Donc, quelle va être la prise en charge thérapeutique de cette patiente à la suite de cette découverte, sachant qu'elle a déjà été traitée récemment? Comment? Oui, mastectomie, et bien sûr, elle n'aura pas de nouveau de radiothérapie. Et que pensez-vous de la chronologie des événements? On a une fin de traitement. Pardon? Voilà, est-ce qu'elle a été traitée de façon optimale la première fois? C'est la question qu'on peut se poser, parce que faire une récidive à moins d'1 an, c'est peu probable. Donc, du coup, après, c'est toujours beaucoup plus facile de faire l'histoire rétrospectivement, mais on apprend comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est reprendre l'imagerie initiale pour comprendre, et puis surtout vérifier les marges d'exérèse qui étaient saines dans ce cas. Mais ça, de toute façon, c'est toujours fait initialement. Mais en tout cas, il faut bien les regarder.
Mais Et donc, parfois, excusez-moi, oui. parfois même quand on a des marges saines, par exemple, il y a des chirurgiens, on fait une tumo, et puis on se dit, je vais quand même faire une recoupe. Et on a la surprise de trouver sur les comptes rendus ANAPAT, tumorectomie, marge saine et foyer de carcinome in situ sur la recoupe. Oui, mais ils font la recoupe sur quelle indication? Dans ce cas, si les marges sont... Non, vous n'avez pas l'information que les marges sont saines. Chirurgicalement, vous opérez, vous dites, souvent, on ne sait pas, c'est difficilement palpable. Alors on se dit, on n'est peut-être pas bien dans la zone, je vais quand même faire une recoupe là parce que je sens que. Et après, à l'examen ANAPAT, il nous dit, non, la tumo, voilà, vous êtes en zone saine. Et la recoupe, donc ça arrive qu'on ait des foyers, on peut avoir des foyers. Bon, en tout cas, il faut quand même reprendre, enfin, en tout cas, c'est une information qui est oui. importante en post-opératoire. Si, il y avait de l'infiltrant et des in situ, mais je vais vous montrer un petit peu, du coup, à quoi ça ressemblait. En fait, c'est une dame qui avait une grosse masse, alors on ne la voit pas bien, vous allez la voir sur l'imagerie précédente, qui avait nécessité une chimiothérapie néoadjuvante en raison de sa taille. Et donc, du coup, un clip avait été mis au centre de la lésion. Et on voit qu'il y avait des petites microcalcifications associées à la masse. Donc, tout ça a finalement resté, sur la mammographie en tout cas, assez localisé. Il y avait une grosse taille qui justifiait la chimiothérapie néoadjuvante pour diminuer la taille et pouvoir envisager un traitement conservateur. Mais comme ça, sur la mammographie, on ne voyait pas d'extension jusqu'au mamelon. Oui, ça se rapproche. Où ça? Là, sur le cliché à droite, le deuxième cliché. Là? Non, sur l'autre cliché. Ah, là? Ici, là? Là? Ouais, alors franchement, moi j'ai bien regardé les mammos sur la console, c'était pas du tout évident qu'il y en ait plus en avant. Mais par contre, si on regardait bien l'IRM qui avait été faite, et peut-être l'analyse n'avait pas, l'attention avait été portée sur la masse, et finalement, donc on retrouvait cette grosse masse qui avait été clippée, et finalement le rehaussement non-masse segmentaire associé s'étendait jusqu'au mamelon. Donc en fait, cette dame aurait dû bénéficier d'emblée d'une mastectomie. Oui. Oui, oui. Voilà. Donc, l'IRM et la mammographie, c'est complémentaire puisque il peut y avoir des in situ qui se présentent, qui se voient en IRM et qui ne se voient pas. Il n'y a pas de microcalcification en regard sur la mammographie. Juste un petit rappel du coup pour les marges d'exérèse. Sur une pièce de tumorectomie, les berges correspondent aux bords latéraux qui vont être ancrés. Le chirurgien va placer des fils courts, longs pour orienter la pièce pour l'ANAPAT. Et après, les marges correspondent à la distance entre la berge et la limite de la tumeur. Les berges qui vont nous intéresser essentiellement, c'est les berges supérieures, inférieures, internes et externes, puisque de toute façon, la chirurgie se fait toujours de la peau au pectoral et on ne pourra pas agir sur la berge antérieure et profonde. Par contre, si les berges supérieures, inférieures, externes ou internes sont pas suffisantes, on peut envisager des recoupes. C'est très important car c'est un facteur de risque de récidive locale. Donc, les indications de reprise chirurgicale, c'est lorsque les carcinomes canalaires in situ se situent à moins de 2 mm des berges ou lorsque le carcinome canalaire infiltrant envahit les berges, atteint les berges. Et toutes ces indications de reprise chirurgicale doivent être discutées en RCP. Alors, un troisième cas, donc le cas de Madame H, une patiente de 68 ans qui a des prothèses mammaires à visée esthétique posées en 2012. En 2014, elle présente un carcinome canalaire in situ de haut grade étendu sur 65 mm associé à 10 mm d'infiltrant à gauche, pour lequel elle bénéficie d'une mastectomie en conservant la prothèse et d'un ganglion sentinelle qui était négatif. Elle a bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante seule. Voilà, lorsqu'on la voit, l'examen clinique est sans particularité, pas de masse palpable. Donc, quel bilan mammographique faut-il faire lorsqu'on a des prothèses mammaires? Pardon? Écloune, c'est ça? Oui, non, mais quelles incidences mammographiques?
Alors, donc, du coup, lorsqu'il y a une mastectomie totale dans le cadre d'un cancer du sein, on ne réalise pas de mammographie. On ne fera qu'une échographie et une palpation. En revanche, lorsque c'est des prothèses à visée esthétique, il faut faire la mammographie. Et donc, ça, il n'y a pas de consensus vraiment, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait une incidence en Eklund, c'est-à-dire que la prothèse soit refoulée en arrière et la glande tirée en avant. Donc, nous, on a l'habitude de faire des faces et des obliques avec la prothèse et une face en Eklund. Et voici les 3 types d'images qu'on a. Donc, la face avec la prothèse, l'oblique avec la prothèse et la face avec Eklund. Donc, vous pouvez deviner là sur cette image que ce n'est pas toujours facile à faire, puisqu'on voit bien qu'ici, elle n'avait pas du tout de rétraction mammaire, ici non plus, cliniquement non plus. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle en ait sur... Par contre, elle a été opérée, donc il y a quand même des adhérences. Et quand les seins sont petits et que la prothèse est assez grosse, bah, c'est difficile. Mais en tout cas, il faut le faire. Excusez-moi, est-ce qu'il faut le demander ou est-ce que les radiologues, ils le font? Non, l'incidence, là, normalement, les radiologues le font. Après, hein, parce que moi, j'ai pas l'habitude de demander, mais je me dis qu'eux, ils doivent savoir quelle incidence il faut faire. Oui. Oui. Okay. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Comment interprétez-vous cette mammographie? Alors, du coup, là, c'est la projection du mamelon, hein, c'est pas une masse. Comment? Ici? Non, il n'y avait pas de microcalcification. Effectivement, là, bon, après, sur la face, là, on ne voit vraiment pas de voilà, les clowns, on ne peut pas dire que ce soit une franche réussite. Moi, je vous l'ai mis parce que ça fait partie du dossier, mais voilà, sur l'oblique, on ne voit pas grand-chose non plus. En tout cas, sur ce dossier, ce n'est pas la mammographie qui nous a attiré l'œil, et donc, on l'avait classée ACR2. Alors, la patiente avait des prothèses, il y avait une suspicion de rupture à l'examen clinique, et donc on lui a demandé une IRM mammaire. Donc, je vais vous montrer des images. Donc, la première séquence silicone only qui permet de vérifier l'intégrité des prothèses. Est-ce que vous voyez une anomalie? Pas. Peut-être qu'elles vont très bien, ces prothèses. Voilà, il y a des plis. Il y a des plis, mais il n'y a pas de décollement de l'enveloppe par rapport à la capsule. Le silicone est homogène, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de silicone à distance. Donc très bien, on est content. On l'avait quand même injecté compte tenu de ses antécédents. Donc je vous montre... je ne vais pas trop vite parce que ça peut passer vite après. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous décrivez l'anomalie? Et qu'est-ce que vous faites? Oui. Alors là, ça. Ouais, alors c'est pas rare qu'avec les prothèses, les ganglions, et surtout que ceux-là, ils sont quand même vraiment petits, mais ça pourra faire l'objet d'un contrôle échographique, effectivement. Mais alors du coup, cette anomalie, cette prise de contraste, nous, on la décrit plutôt comme un rehaussement non masse, puisqu'on voit un peu de la graisse entremêlée, c'est pas vraiment une masse. Et surtout, donc, pour décrire le rehaussement non masse, on va préciser donc, sa distribution, et c'est ça qui est particulièrement important ici, c'est qu'on a un beau triangle, donc on peut dire que c'est un rehaussement non masse segmentaire. Et puis, lorsqu'on regarde les caractéristiques internes, donc on voit que c'est micro-nodulaire. Et donc, tout ça, ça nous permet de classer ACR5. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait à la suite de cette IRM? Une échographie de seconde look. Une échographie de seconde look. Voilà ce qu'on a fait.
Donc, en échographie, c'est pas hyper suspect, c'est pas hyper rassurant. Ça ressemble pas à grand-chose. Voilà, c'est hétérogène. Mais par contre, en topographie, on a l'air d'être au bon endroit, hein, parce que si on regarde sur le sagittal, eh bien, on voit que c'est supérieur et puis c'est légèrement externe. Donc, voilà. Et surtout, il faut bien vérifier avant de se lancer sur l'échographie qu'il n'y ait pas de microcalcification sur la mammographie. Il n'y en avait pas. Donc, on a décidé de faire un prélèvement. Alors, lequel? Très bien. Donc, voilà les clichés qui sont réalisés avant et pendant la biopsie. Donc, c'est très important de prendre des clichés pour montrer ce qui a été fait. Très bien. Et voilà le résultat. Foyer de dystrophie fibreuse, absence de lésions atypiques, absence de signes histologiques de malignité. Alors, vous êtes très content pour la dame. C'est une bonne nouvelle. Ou alors, vous trouvez ça un peu étonnant et presque décevant. Ou alors, vous ne savez pas. Si l'imagerie est très suspecte et que la biopsie ne donne rien, moi j'irais quand même l'enlever pour faire une biopsie chirurgicale. Oui. Oui, non, mais si la biopsie ne donne rien et que l'imagerie est très suspecte, je pense qu'il faut quand même aller prélever chirurgicalement. Oui, en tout cas, il faut se donner les moyens, peut-être rebiopsier aussi, vérifier que la biopsie elle a été faite au bon endroit. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait avant d'aller à la biopsie chirurgicale, mais effectivement, la biopsie chirurgicale, ça peut être le dernier recours quand on classe une anomalie ACR5 et qu'on a un résultat bénin. Donc, c'est une discordance radio-anatomopathologique. Il faut reprendre les images de la biopsie et de l'IRM. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà les images de l'échographie de seconde look. Et voilà l'image qui a été biopsiée. Donc là, on était à 10 heures 1 cm, et puis là, para-aréolaire externe, ce qui correspond à plutôt 9 heures 1 cm. Et donc, finalement, ce n'est pas tout à fait la même image, même si la deuxième n'est pas forcément plus rassurante que l'autre. Mais finalement, quand on reprend bien l'IRM, on voit qu'en para-aréolaire externe, justement, il y a une zone en franc hyposignal T2, en T1 et en isosignal T1, sans rehaussement, qui peut correspondre effectivement à de la fibrose. Donc là, on s'est dit, on n'a pas dû biopsier au bon endroit, il faut reprendre la dame et refaire son échographie et éventuellement reprélever. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc vous voyez, c'est subtil, hein, on n'a pas une cible très évidente, mais on retrouve un peu l'image qu'on avait lors de l'échographie de seconde look. On a biopsié et cette fois-ci, on a mis en place un petit clip. Peut-être que ça aurait pu être fait la première fois aussi, puisque finalement, c'est une biopsie qui est faite après l'IRM et que si on veut contrôler aussi la bonne position, enfin, la correspondance entre l'IRM et la biopsie, le fait de mettre un clip et de refaire une IRM permet de voir qu'on était au bon endroit. Voilà, et voici le résultat. Donc, lésion de carcinome intracanalaire de haut grade et pas de composante tumorale infiltrante. Donc, on a bien fait de persévérer et finalement, on a réussi à trouver la bonne zone. Donc, la patiente a bénéficié d'une mastectomie totale, toujours en conservant sa prothèse esthétique et d'un ganglion sentinelle. Et le résultat final était en accord avec un carcinome canalaire in situ de haut grade étendu sur 16 fois 7 mm, donc c'est bien ce qu'on voyait en IRM. Pas de foyer micro-invasif. Et puis les berges étaient saines, sauf la limite profonde, puisque le carcinome canalaire in situ arrivait à moins de 1 mm, mais comme je vous ai dit, la berge profonde, de toute façon, il n'y a pas de reprise chirurgicale pour celle-ci. Et le ganglion sentinelle était négatif. Donc le message clé, c'est l'importance des clichés avant, en cours de biopsie et en post-procédure pour voir la tête de la lésion en fin de biopsie, puisque les prélèvements peuvent modifier les images. Et ça, c'est important de donner ces images-là aux cliniciens pour qu'ils puissent du coup vérifier que la biopsie a été bien faite et au bon endroit. Et l'importance de la corrélation radio-anatomopathologique, dès lors qu'on fait des prélèvements, il faut absolument s'assurer du résultat et s'assurer de la concordance des résultats. Alors, un autre cas de Madame M, 47 ans,
non ménopausée, qui n'a pas d'antécédent personnel ou familial de néoplasie mammaire ou ovarienne et qui palpe une masse dans le cadran inféro-externe du sein droit, enfin proche de l'union des cadrans externes. Mais finalement, lorsque je vois aussi qu'elle a 2 gros placards indurés dans le cadran supéro-externe du sein droit et dans le cadran inféro-interne du sein droit. Donc voici la mammographie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mammographie? Est-ce que vous voyez des anomalies? Est-ce que vous voulez des compléments? À droite ou à gauche? Où ça? Ça? Ouais. Ici? D'accord. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas facile, qu'on a quand même une asymétrie voilà, de glandulaire. Hein. Le sein gauche, là, c'est pas tout à fait pareil qu'à droite. On n'est pas très à l'aise. Effectivement, cette image, elle nous avait un petit peu attiré l'attention, mais on a fait des compléments et vous allez voir que on n'avait pas tout vu sur la mammographie initiale. Donc voilà l'oblique. Qui nous aide pas tellement plus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas de foyer de microcalcification. Là, une petite masse bénigne en voie de calcification. On ne retrouve pas vraiment l'opacité, peut-être ici, l'opacité qui était très profonde à gauche. Et puis, à droite, c'est un peu difficile. Bon. Donc, on a complété avec une compression localisée au niveau de cette anomalie. On voit que ça s'efface complètement, on est rassuré. Et on a fait une tomosynthèse. Alors, est-ce que vous voyez plus de choses ou est-ce que... Vous voyez où? Donc, la tomosynthèse a vraiment révélé ici une masse spiculée qu'on avait quand même du mal à voir sur le cliché conventionnel. Bah, rétrospectivement, je vais vous montrer, mais en tout cas, là, ça apparaît très bien. On voit très bien les spicules. Tout est attiré vers cette masse. Alors, je vous montre les clichés avant. En fait, ça correspondait à ça. Donc, pas facile, la tomosynthèse, on est content. Elle nous a bien aidé. Après, il y a l'échographie, bien sûr. Et finalement, la dame, elle avait quand même des anomalies palpables. Donc, voilà la correspondance échographique. Donc, de cette masse spiculée qui était située dans le cadran inféro-externe et qui était palpable. Donc, encore une fois, ce n'est pas bien limité, c'est très atténuant. On a un peu du mal à la mesurer, franchement. Mais en tout cas, il y avait quand même une image en correspondance. Je vous avais dit, elle avait un placard induré dans le cadran supéro-externe. Et en fait, finalement, en échographie, ça donnait une plage atténuante comme ça dans le cadran supéro-externe qui faisait plus de 5 cm. Pas du tout bien limité. Et donc ça nous a attiré l'œil également. En revanche, dans le cadran inféro-interne, on n'avait pas de cible évidente en regard du placard palpable. Alors, compte tenu de cette image typiquement suspecte dans le sein droit et de la difficulté d'interprétation des mammographies, on a décidé de compléter par une IRM mammaire. Donc, je vous rappelle juste les indications de l'IRM mammaire dans le cadre du cancer, du bilan d'extension d'un cancer. Donc, ça doit être fait chez les patientes qui ont moins de 40 ans, les femmes jeunes. Lorsqu'il y a une discordance entre la taille clinique et radiologique, là, c'était un petit peu le cas de cette dame aussi, où on palpait des placards de plus de 5 cm et en même temps, finalement, on a une lésion qui ne paraît pas si grosse en mammo-échographie. Lorsqu'on a des seins denses d'interprétation difficile, là, c'était aussi le cas de cette dame. Lorsqu'on a un type histologique particulier, le carcinome lobulaire infiltrant, car on sait que ça donne plus de multifocalité et de bilatéralité. Lorsqu'on a une atteinte multifocale, lorsqu'on a une adénomégalie axillaire prouvée sans primitif retrouvé en mammo-échographie, et lorsqu'on a une chimiothérapie néoadjuvante. Et là, il faudra faire bien attention à vérifier que le clip a été posé. Oui. Bah, en général, on le fait pour oui. Si on sait déjà qu'elle est multifocale, pour ce sein-là, on n'en a pas besoin. Oui, mais en général... Sauf si c'est une femme jeune qu'on ne voit pas grand-chose sur l'autre sein. Ouais. C'est une question de mastectomie, de toute façon. Oui, mais pour vérifier le sein contralatéral, en général, pour le sein contralatéral.
Mais bon, cette dame, en tout cas, c'était vraiment scindance d'interprétation difficile et la discordance entre la taille clinique et radiologique. Donc, je vous montre l'IRM mammaire hein, qui nous a vraiment rendu service. Donc, on peut voir déjà qu'on a un rehaussement de fond important, potentiellement masquant. On n'est pas très à l'aise. Est-ce que vous voyez des choses ou... En externe, il y a toute une prise de contraste suspect. Donc un rehaussement non-masse régional micronodulaire. Effectivement, la petite masse spiculée qu'on voit en mammographie, finalement, c'est ça. Voilà, elle est là. Très bien. Et du coup, toujours ce placard inféro-interne sans anomalie échographique, on se demande quand même s'il n'y a pas aussi un petit rehaussement non-masse ici. Là. D'accord. Donc, alors, je sais pas si je vais dans le sens. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc là, c'était la masse spiculée qu'on voyait avec du rehaussement non-masse associé. Donc à gauche, on n'avait rien vu. Très bien. Quand on regarde bien les ganglions sur la séquence T1, on voit quand même des ganglions un petit peu trop gros hein, et puis asymétriques par rapport à l'autre côté. Donc, on fait une échographie pour bien préciser du coup l'aspect des ganglions. On voit des ganglions qui sont quand même pas très inquiétants. Ils ont une écostructure conservée, un cortex régulier, mais qui est un petit peu augmenté de taille, 3,4 mm, c'est limite. Mais compte tenu de l'aspect en IRM et de l'atteinte du sein, on a prélevé. Donc, quel type de prélèvement, quel prélèvement vous allez faire pour cette patiente, finalement, dans le sein? On n'en a pas fait encore, là. Hein. Non, là, on n'a rien fait. Sous écho, on voyait quelque chose qu'à l'écho? Alors, en écho, on voyait la masse qui était difficile à mesurer, mais qui correspondait à la masse spiculée en mammographie. Et on voyait une plage atténuante dans le cadran supéro-externe, qui était palpable, qui correspondait à l'induration. Ah bon, alors, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a biopsié donc, la masse, la plage atténuante et le ganglion. Et voilà les résultats. Donc, la masse inféro-externe correspondait à un carcinome canalaire lobulaire infiltrant. La plage atténuante du cadran supéro-externe droit correspondait à un carcinome lobulaire infiltrant. Et le ganglion axillaire droit donc, comportait de rares cellules carcinomateuses isolées. On avait mis des clips puisqu'on a biopsié après l'IRM et pour aussi pouvoir prouver l'extension dans le sein aux cliniciens. Et donc, on peut voir que finalement, le placard atténuant palpable était dans le cadran supéro-externe était ici, la masse spiculée là, et donc on voit bien que les clips sont à plus de 3 cm. En tout cas, là, ils étaient à 7 cm l'un de l'autre. Donc, on a une atteinte très étendue du sein, ce qui va permettre de faire la décision du traitement chirurgical. Elle a bénéficié d'une mastectomie et d'un curage axillaire. Et voilà les résultats. Donc, dans le cadran supéro-externe, elle avait un carcinome lobulaire infiltrant de 7 de 70 fois 60 mm. Dans le cadran inféro-externe, ça faisait 16 fois 6 mm. Il n'y avait pas d'embole et les marges étaient saines. Il y avait une composante intracanalaire de 20% ne dépassant pas la composante infiltrante. Et au curage, on retrouve 3 N+, sans rupture capsulaire. Donc finalement, le ganglion n'était pas très inquiétant, mais on avait bien fait de le biopsier et on retrouve 3 N+, c'est beaucoup par rapport aux simples cellules. Il faut se méfier des lobulaires, parce que le lobulaire, c'est des cellules qui ne sont pas jointives. Donc on a beaucoup plus souvent, parce qu'on avait des cellules isolées sur le ganglion. Oui. Donc c'est des cellules isolées, ça n'a pas du tout la même signification dans les lobulaires. Le pronostic est moins bien, parce que de toute façon, les métastases dans les ganglions sont souvent dans un premier temps comme ça isolées.
Et c'est pour ça qu'il y avait une indication de curage d'ailleurs direct, qu'on aurait pu discuter pour un canalaire pour des cellules isolées. Oui. Donc il faut se méfier des lobulaires. Les gros lobulaires, ils ont beaucoup plus d'extensions ganglionnaires et des extensions macroscopiques, même si on a que des cellules isolées sur la biopsie. Hein. Donc les messages clés de ce cas clinique, c'était l'importance de la clinique, bien examiner les patientes avant de faire quoi que ce soit. Un petit réflexe, lorsqu'on a une plage atténuante palpable, il faut penser au carcinome lobulaire infiltrant. C'est un type de présentation assez classique. Et l'analyse attentive des ganglions. Il faut rechercher le ganglion différent, même s'il n'est pas très suspect, dès lors que l'épaisseur corticale est supérieure à 3 mm et qu'il est asymétrique par rapport aux autres. Il ne faut pas hésiter à faire un prélèvement. Alors, un dernier cas, donc le cas de Madame M, c'était une patiente de 53 ans qui avait 2 enfants. Elle a un antécédent de carcinome intracanalaire de grade intermédiaire de 30 mm du cadran supéro-externe gauche, traité par tumorectomie et radiothérapie en 2013. Lorsqu'on l'examine, on retrouve des cicatrices du sein gauche sans anomalie palpable suspecte. Et donc, elle vient pour sa mammographie en juin 2020. Fin 2020. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui vous embête? Donc, je vous montre là les faces et puis je vais vous montrer les obliques. Elle a un clip là à gauche là? Alors, elle a un clip à gauche. Le clip, il avait été mis en place lors de la macrobiopsie du foyer de microcalcification en 2013. Et ce clip avait migré et donc il n'a pas été pris comme cible pour le repérage. Et donc, quand même, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de remaniement post-opératoire dans son sein, un petit peu ici en supérieur, mais en tout cas, c'est assez bien fait. Alors, voilà les obliques. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est quand même asymétrique. Ouais. Effectivement, il y a une asymétrie de densité. Alors après, on sait qu'elle a une tumorectomie de l'autre côté. Parfois, ça peut expliquer quand même qu'on ait un peu moins de glandes. Effectivement, elle a une asymétrie entre les deux côtés. Mais finalement, quand on regarde les antériorités, c'était déjà un peu le cas. Voilà, 2019 et 2020. L'autre côté, toujours le clip. Il y a quelque chose qui vous gêne particulièrement ou c'est pas facile? Je vous montre la face 2019-2020. C'est peut-être ce cliché-là qu'il faut bien regarder. Alors, je vous montre la gauche. Bon, à gauche, tout va bien, je vous le dis. Voilà, je vais vous montrer la suite qui nous a... Postérieur à droite, mais ça bouge pas tellement. Alors, postérieur... Ouais, ça bouge pas trop, là. Il y a ça. deux zones de distorsion. Et en avant. Ça. Oui. Ouais, ça, c'est la répartition de sa glande. Effectivement, c'était stable. Ça bouge pas trop, ouais. Non. Alors, vous allez voir, nous aussi, on a vu que sur notre amie, la tomosynthèse. Ah bah voilà. Est-ce que là, il y a quelque chose qui vous gêne? Pas facile, hein? Mais il n'y a pas une petite zone, alors c'est externe, sous la peau? Alors, je vais prendre le curseur, vous m'arrêtez, Oui. hein? Non. Vous me dites? Oui, enfin, vers la peau, non? Ouais, là? Non? Là? Oui, là? Oui. Donc, effectivement, ici, hein, il y a une petite masse avec des contours spiculés. On voit, il y a une sorte de distorsion. Alors, c'est subtil, hein, mais oui. Alors, je vous remontre les mammographies de face en comparaison, juste pour qu'on voit. En fait, il y avait cette petite image-là qui, en fait, on peut se poser la question si c'est une distorsion, mais finalement, si on avait fait une compression localisée, probablement que ça n'existe pas. En revanche, ce qui est apparu, c'est ça. Et c'est cette image-là qui paraît spiculée sur la tomosynthèse. Et en fait, finalement, il n'y avait rien en dessous. Alors, je vous remonte, j'ai fait un petit zoom. Oups. Voilà. Donc, bon, ça, c'est un cas du docteur Jolibois. Hein. D'ailleurs, on a une petite pensée pour elle. Non, elle n'est pas à plaindre. Donc, voilà la petite masse avec des contours spiculés. Donc, la tomosynthèse nous a bien rendu service comme on la classe.
Ouais, on l'a mis carrément à CR5 comme elle était spéculée. Et on a fait une échographie pour la trouver. Donc voilà, tout petit, un 4 mm. On a fait une microbiopsie éco-guidée avec toujours le cliché au moment de la biopsie pour prouver qu'on était au bon endroit, même si bon, quand c'est petit, ben, on ne voit pas vraiment. Mais en tout cas, dans le sein, on peut voir qu'on est au bon endroit. Et surtout, quand on a une lésion de toute petite taille comme ça, il ne faut pas oublier de poser un clip. C'est très important pour la suite de la prise en charge. Et c'est très important pour pouvoir faire la corrélation avec la mammographie et vérifier que la biopsie a été faite au bon endroit. Voilà les grosses indications de pose de clip. Donc, les lésions de petite taille de moins de 5 mm. Les lésions modifiées par la biopsie. Donc, comme je vous ai dit, il faut toujours faire un cliché post-biopsie pour voir que l'anomalie est toujours visible. Et si ce n'est pas le cas, mettre un clip. Lorsqu'on fait des prélèvements post-IRM, parce que ça va nous permettre de faire la corrélation avec les images qu'on a vues en IRM, si nécessaire. Et avant toute chimiothérapie néoadjuvante. Voilà le positionnement du clip. Donc, on était au bon endroit. On a fait aussi la tomosynthèse pour essayer de voir. Là, on devine la petite image spiculée, mais bon, le clip, il est plus gros que la lésion, donc on n'est pas à l'aise. Et le résultat, c'était bien un carcinome canalaire infiltrant de grade 1 avec des récepteurs hormonopositifs, HER2- et un Ki67 faible. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Margot.